Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous, bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau au programme pour le retour de Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière, juste en face de moi, nous présentera le Zoom de la semaine, on va parler de volley, sans oublier la question du jour, le débat avec le début des huitièmes de finale de la Ligue des Champions demain avec le Paris Saint-Germain et enfin nous recevrons Alexandre Bardenay, champion du monde d'escrime. Avec nous ce soir Lucas Serdic, bonsoir Lucas. Bonsoir. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Kevin Carrière, bonsoir Kevin. Bonsoir. Et Vincent Avellana, bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir messieurs. C'est triste sans salut. Bah ouais. Vous voulez le faire Lucas ? Non, je veux appeler Maxime qu'il le fasse. on va voir si on peut Je l'appeler. sais pas le faire moi. Vous avez le numéro de Maxime ? Salut. Juste qu'ils nous disent salut. Il y a Coraline qui va essayer d'appeler Maxime en direct. Ah merci, Voilà. ce serait sympa. On sait pas pourquoi il est pas là d'ailleurs. Qu'est-ce qui lui arrive ? Cas contact, voilà pour tout le dire, cas contact comme moi, alors c'est pour ça, la semaine dernière il n'y avait pas Sportez-vous bien, nous sommes désolés, cas contact pour ma part, fort heureusement je n'ai rien eu, tout va bien, et c'est pour ça qu'on est de retour dès ce soir. C'est à force de porter des maillots comme ça aussi. Et il mène 1-0, je suis désolé. Je connais pas cette équipe. Valenciennes, c'est une petite équipe dans le Nord. C'est ça. J'ai envie de parler de mon petit gazon, messieurs, là, le temps que Coraline appelle Maxime. On a vraiment fait une boulette les gars quand même, je pense là. Surtout que j'ai gagné, alors. Je pense qu'on a fait une boulette. Non, mais à mon on a avis, créé un monstre là, clairement. Hein. non, mais franchement, c'est pas une boulette, je vous le dis. Ah. Il nous a lancé sur un autre jeu, c'est Scorecast. Ouais. Il est nul, il est 7ème sur 10 de son propre championnat. Je parle pas de son éventuelle réussite. Hein. Non, mais il n'en parle pas. Je parle de ce que ça va engendrer dans notre vie sociale. Je parle de ses commentaires. Ouais. Incessants. Il n'en parlera plus. Vous inquiétez pas, dans 2-3 week-ends, il n'en parlera plus. Ça m'étonnerait. Mais Je serais voilà parce qu'il y a quand même. Outre la défaite qui va venir, il y a tout ce qui la précède. C'est quand même tout un Ouais, week-end entier. Mais j'ai battu quand même Mehdi, alors que, en fait, pour ceux qui connaissent pas mon petit gazon, c'est comme Jean Sureda la semaine dernière. Exactement. Vous me dites si je me trompe. On crée une ligue sur la Ligue 1, la Ligue 2 ou Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne, etc. Bref. Pas Allemagne. Pas Allemagne, d'accord. Et en fait, on recrute des joueurs, mais les vrais. Et en fait, nos résultats, on fait une équipe avec des enchères, etc. au début de notre saison. Et les résultats et les matchs sont dans la vraie vie. C'est-à-dire, moi, j'ai battu Mehdi parce que j'ai acheté, par exemple, Luca Paqueta. Oui. Et il a marqué avec Lyon samedi, donc ça me fait un but, etc. Vincent a battu... Marek a battu... Non, vous n'allez pas nous faire tout le classement et tous bien les sûr. résultats. Pas ça. Si, je suis en tête, n'hésitez pas. À part vous, tout le monde connaît ce jeu. Hein, Voilà. Sûrement, surtout Je ceux crois, qui nous écoutent. Hein, mais... C'est ça, il me semble. Marek a battu Kevin Oui, non, 5-0. c'est bon. Voilà. Juste, Pas le vous- score, pas Vous le m'avez score. battu alors que je n'ai que des joueurs du top 4 français et qui Et se en trouve que plus- le top 4 et en français plus- n'a pas brillé ce Et en week-end. plus, quoi. celle qui marque, c'est un Lyonnais. Ouais, en Alors que les Lyonnais perdent eux-mêmes, quoi. Donc là, on est vraiment sur le vrai. fond du fond, quoi. Ah, C'est non, vrai, mais- et C'est terrible. Ah, je c'est vrai, c'est viens vrai. vers vous. Regardez ce qui a marqué. Je l'ai noté au moment où vous l'avez dit hier. Ah, vous aimez Sochaux ? Non. Si. J'ai- Vous l'avez j'ai dit sur le groupe. Il l'a dit sur le groupe. Non, Si. c'est pas ça. Je commence à aimer en parler pour charrier, quoi. Voilà. Ça, Ouais. j'apprécie. J'ai dit, j'ai Pourquoi pris- vous avez un j'ai tatouage pris de Sochaux dans le dos alors ? Lucas Pourquoi Serdic, vous avez vu- ne me trahissez pas s'il vous plaît, Lucas. Ne Pourquoi me vous avez trahissez vu pas. mon dos nu déjà, ça, c'est grave. Je le montre peux- pas comme ça facilement. Je peux pas vous dire, on est à l'antenne. Il y a quelqu'un qui est avec nous par téléphone et nous avons Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Ah Voilà. C'est bon, on peut raccrocher. Merci d'être venu. C'était sympa. Voilà, vous avez le salut de Maxime Brossard. Comment ça va Maxime ? Bah écoutez, ça va, tranquille, à la maison là. Ouais. Voilà. J'aimerais bien que vous arrêtiez de supporter Jean Sureda sur mon petit gazon, Maxime Brossard, s'il vous plaît. Ah non, mais oui, c'est oui, fou, oui. créer un J'ai compte lancé un Twitter et des cop, ouais. banderoles, quoi. La banderole. Ça va trop loin. Vous avez J'ai payé, lancé un cop, ouais. Vous avez payé- Pour soutenir Jean. vous avez payé cher l'abonnement ? Les Suredix. Non, c'est gratuit, il a vu le niveau de jeu, ça va pas payer pour ça. Hein. Bon, j'espère que vous êtes devant nos confrères de Beansport là dès ce soir. Non, là moi je regarderai, je sais pas si je ferai l'effort, je vais voir. Écoutez. Non, mais ça va parce faire qu'il y a suivre. ouais, non, Il y a Sochaux en ce moment. C'est tout chaud, ouais. Et heureusement qu'il n'y a pas d'écran dans le studio, parce que Ah. sinon on y aurait droit. Par contre, il y a le TFC après, et là, Maxime Brossard, on compte sur vous. Je jetterai un œil là, mais je fais la pause là après le week-end de sport intense Ah, d'accord. que j'ai eu là.
je fais un petit break parce que sinon après je deviens fou quoi. Tout regarder. Bon, on vous souhaite bon rétablissement. Enfin, on se retrouve sûrement la semaine prochaine, Maxime. Ah oui, je serai là certainement la semaine prochaine. En plus, pour parler un peu de rugby là, parce que j'ai vu un peu les coups de cœur, coups de gueule et. Ah mais moi j'avais pas prévu de parler du 15 de France parce que j'étais sûr que vous étiez là, mais c'est vrai qu'on va en parler. Écoutez, sinon la semaine prochaine on fera un point, voilà, on verra bien. Vu qu'ils vont gagner de toute façon. Voilà. là maintenant c'est bien parti. Hein. Bon, merci beaucoup Maxime, et nous on peut commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception. Et il n'y a que des coups de cœur. Non, il y a un coup de déception quand même de la part de Mehdi. Et on a 3 coups de cœur donc aujourd'hui, cette semaine. Je vais commencer par vous, Lucas Serdic. On va parler de vélo. Il y a la reprise du champion du monde, Julien Alaphilippe. Oui, c'est ça. Il est revenu, il a repris la compétition et pour la première fois de sa carrière, c'était en France, c'était autour de la Provence. 4 jours de compétition, un peu moins de 4 mois après sa chute sur le Tour des Flandres qu'il avait peut-être privé d'une grande victoire en classique. Le voilà déjà de retour et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était en jambes. On l'a vu très offensif dès la première étape où il n'est pas passé loin de disputer la victoire sur une échappée. Finalement, il a été repris, mais il a même fait le poisson pilote dans le sprint final pour son coéquipier Ballerini qui a gagné l'étape. Et ensuite, sur la 3e étape, surtout qui menait au Mont Ventoux, il a plus que résisté au vainqueur du Tour de France 2019, Egan Bernal. Il a fait 3e de l'étape. Sur la dernière, en plus, il allait chercher des bonifs histoire de le passer et de finir 2e du classement général. Tout ça est de très très bon augure. On parle souvent d'Alaphilippe et de ses qualités sur les classiques. On espère secrètement qu'un jour il se lancera à l'assaut du Tour de France et ce qu'il a fait au Mont Ventoux, ça nous laisse quand même de bons espoirs, même si ces genres de montées, on le sait, des cols un peu de première catégorie qui sont pas trop longs et pas trop pentus, il les aime bien. En tout cas, on sait qu'il est capable de suivre les meilleurs. Il faudra qu'il passe un cap sur d'autres cols de plus haut niveau, mais quand même ça montre qu'il est très bien déjà et ça laisse présager d'une belle année cycliste 2021 encore. Vincent, en plus il a un gros programme cette année, il démarre bien et il se lance bien dans cette année 2021 qui va être chargée. On rappelle, il y a les JO aussi cet été. Oui, il démarre bien, surtout face à une équipe Ineos qui était bien en place. Surtout on voit dans la montée jusqu'à arriver jusqu'au Chalet Reynard qui est quand même assez compliqué. On avait Ivan Sosa qui est le vainqueur du général qui était seul devant et du coup Bernal ne roulait pas. Il s'est calé dans la roue, dans le porte-bagages d'Alaphilippe. Et Alaphilippe a quand même tenu à seulement 15 secondes pendant plusieurs kilomètres. Pour une course de reprise, c'est assez intéressant. Oui. On va partir. Je vous donne la parole encore, Vincent. On va rester sur un Français qui lui aussi est champion du monde. On va parler de Jacquelin qui a performé ce week-end. Il n'y avait pas que lui, les Français d'une façon globale ont bien performé ce week-end. Oui, là sur les championnats du monde. Sur le biathlon, les championnats du monde qui viennent de démarrer. Où ça Pogliuca, oui. Quand même. 5 courses, il y a un petit le relais mixte, c'était compliqué, mais le reste c'est quand même 4 courses individuelles, 5 podiums pour les Français. C'est une belle performance de groupe. On va parler de la poursuite, oui, effectivement, Emilien Jacquelin qui a dominé à tête et des épaules cette course. Il était tenant du titre, champion du monde de la poursuite l'an dernier dans un contexte différent, puisqu'il était à la lutte avec Johannes Beu et ce n'était pas encore le champion qu'on connaissait. Là, pour le coup, dès le premier tir, il est sorti en tête. Il a fait le 20 sur 20, il a fait le plein, il n'a jamais été inquiété. C'était vraiment une démonstration et au final, c'était une belle course des Français, puisqu'on a Quentin Fillon-Maillet 4e, Simon Détieux 5e. Simon Détieux qui avait quand même terminé second du sprint la veille. Le miracle pour Simon Détieux, parce que Simon Détieux, ça fait pratiquement 1 an qu'il a des résultats assez moyens. Il commence à être un peu plus vieux que les autres, être sur la pente descendante et une seconde place sur un sprint au championnat du monde, ça tombe un peu du ciel pour lui et tant mieux, il est récompensé. Et juste sur le tir d'Emilien Jacquelin, je pense que Vincent qui adore ça, vous l'avez vu, c'est sûrement le plus beau tir de toute l'histoire du biathlon. Il a fait 4 tirs en moins d'1 minute 30
Et voilà, c'était Lucky Luke, on l'a vu notamment sur la une de certains journaux, etc. Et c'est surtout ça qui était impressionnant avec Émilien Jacquelin, ça a été la manière. Oui. La manière à marquer tout le monde. Ça a été il a fait 20 sur 20 au tir forcément, enfin forcément, pas forcément, mais il a fait 20 sur 20 au tir. C'était le deuxième ou le troisième plus rapide à faire 20 sur 20 au tir, je crois, quelque chose comme ça. Hein. C'est ce qu'a dit le consultant Eurosport, le deuxième 20 sur 20 le plus rapide de l'histoire, ouais. Ce qui est quand même 25. Ça montre quand même la performance. Un Français premier, un Français quatrième, un Français cinquième, vous voyez venir pour le relais. Un Français 12e aussi. Et 12e, alors qu'il partait 41e. Sacrée remontée de Claude. Pour le relais, c'est tout bénef. Le relais, ça place la France favorite Non. Oui et non, parce que la Norvège qui a gagné le relais mixte et qui est quand même en forme, il y a quand même un tir groupé. On a Sturla Legrid qui est pas loin, Johannes Bø qui fait encore podium alors qu'il fait 2 fautes. Ils étaient 4 dans il fait 3ème. 3ème, pardon, avec 2 fautes. Pardon. Ils étaient 4 dans les 9 au départ de la poursuite. Donc il y a du monde quand même. Voilà, leur relais, il est toujours ultra favori. Oui, mais après, c'est vrai qu'on voit les performances des 4 premiers Français, c'est quand même aussi intéressant. Il y aura de la lutte. Mais après, il y aura de la lutte. Après, derrière, c'est compliqué à relais. S'ils sont en dehors du podium, les Français serait une grosse déception, d'autant que les Allemands sont complètement à la rue. Vincent. Juste quand même un petit mot pour terminer chez les filles. On a Anaïs Chevalier-Boucher qui termine sur le podium du sprint de la poursuite. C'est des très bons mondiaux pour son retour à la compétition. Ouais, c'est dommage, elle avait pas performé sur le relais mix, justement, celle qui avait un peu plombé l'équipe, et là elle a pris une très belle revanche. Et pour terminer sur le ski, il y avait le ski alpin. Il y a les champions, en même temps que les champions du monde de biathlon, il y a les champions du monde de ski. Et Pinturo qui a fait une belle à Cortina d'Ampezzo en Italie. Et Pinturo qui a ramené lui aussi deux médailles avec le bronze sur le Super G, dont il n'est pas spécialiste puisque c'est une épreuve plutôt de vitesse. Et aujourd'hui, la seconde place pour 4 centièmes derrière Marco Schwartz, sur le combiné, tout simplement. Voilà, donc Alexis est là, et puis 3, 2 et bientôt 1. Peut-être. Oui, on l'espère. Voilà, on l'espère. Kevin, on va prendre les valises, on va prendre l'avion là surtout pour y aller. On va aller de l'autre côté de l'Atlantique. Il fait froid aussi là-bas. En ce moment, il doit faire moins de 20. Ah oui, là-bas. On va partir aux États-Unis. On va parler de basket de NBA. Ouais, de l'Utah Jazz, premier de la conférence Ouest et meilleur bilan de toute la NBA. C'est déjà une énorme performance, mais c'est aussi inattendu. Donc c'est 22 victoires, 5 défaites, donc un peu plus de 80% de victoires. Une seule victoire devant les Lakers et 2 devant les Clippers. Donc un petit point stat, c'est la 6e meilleure attaque, la 2e meilleure défense, 3e au niveau des comptes, la meilleure équipe au rebond, etc., etc. Mais ils sont actuellement en série de 18 victoires sur les 19 derniers matchs. Donc on parle tout simplement de la meilleure équipe de NBA à l'heure actuelle et la plus complète des deux du terrain. Donc c'est représenté forcément par Rudy Gobert, le français exactement, qui a été 2 fois meilleur défenseur de l'année et qui sera encore en cours cette année parce qu'il est 3e meilleur rebondeur et 2e meilleur contreur cette année. Et on parle également de Jordan Clarkson qui sera lui en lice pour le titre de meilleur 6e homme en NBA et le coach Quinn Snyder qui a déjà été élu coach du mois de janvier. Et pourtant cette saison elle a quand même mal commencé avec quelques défaites évitables contre New York ou encore la pire équipe de la NBA Minnesota et puis surtout cette défaite qui reste en travers de la gorge face à Denver l'année dernière alors qu'ils menaient 3-1 en série de playoffs, ils ont perdu 4-3. Et puis il y a un automne où ils ont prolongé 2 stars à prix d'or qui est des critiques surtout sur Rudy Gobert, un contrat à 200 millions sur 5 ans. C'est vrai. Donc des critiques notamment de Shaquille O'Neal qui a beaucoup critiqué son contrat, qui a également critiqué la star Donovan Mitchell, qui disait que c'était pas vraiment une superstar. Donc voilà. Mais depuis, Utah ça fait que gagner, ça se place comme un outsider sérieux à l'Ouest. Et ils affrontent notamment Philadelphie, les Lakers, les Clippers cette semaine. Donc on va pouvoir voir si c'est un réel outsider. Et si ça tient la route, ça peut tenir la route sur la durée, parce que le championnat de NBA, il est terriblement long déjà sur la saison régulière et après il y a les playoffs. On n'a pas vu Utah aussi fort depuis les années 90, je pense, avec notamment, il en parle pas Kevin, mais Mike Conley qui l'année dernière était arrivé, qui est aussi un très bon joueur NBA et qui s'était pas intégré l'année dernière. Et qui cette année s'est intégré et se fond dans l'équipe. Et comme par hasard, lui qui est aussi un bon défenseur, toute l'équipe défend mieux aussi, parce que la clé avec Utah, c'est la défense tout simplement. Et c'est pour ça qu'ils peuvent aller loin. L'attaque, ça fait gagner des matchs, c'est ce qu'on dit au basket, et la défense, ça fait gagner des titres. Et Utah, c'est la 2e défense NBA, avec notamment Rudy Gobert, notre Français, et c'est pour ça qu'il a été payé cher. C'est parce que il a été élu 2 fois meilleur défenseur NBA. Et en fait, les équipes jouent différemment contre Utah, parce que Rudy Gobert est là. Et rien que le fait qu'une attaque doive s'adapter à un seul joueur, qui est Rudy Gobert, c'est déjà extraordinaire. Et voilà, c'est sûr que c'est pas du basket champagne avec des tirs à 3 points. Et encore que si, ils sont de plus en plus à l'aise à 3 points maintenant. Mais voilà, c'est moins du basket champagne. C'est pas les Spurs d'il y a 4-5 ans, mais ça joue bien, c'est solide.
Ouais, c'est marrant que tu parles des Spurs parce que j'allais dire que c'est un peu une équipe qui me fait penser aux Spurs, c'est-à-dire collectivement. Mais pas ceux de 2014, quand ils sont au-dessus et qui gagnent le titre. Non, c'était basket, champagne. Non, je parle des Spurs sur la durée. Quoi. On est d'accord. Un beau collectif bien huilé, en tout cas qui joue au basket intelligemment un petit peu. Et ça aurait pu mal se passer parce que, outre tout ce que vous avez dit, il y avait quand même une sérieuse prise de bec l'année dernière entre Gobert et Mitchell qui sont quand même les deux gros joueurs de l'équipe. Et ça aurait pu très mal se terminer. Donc ça montre que cette franchise, elle est quand même gérée de façon très intelligente parce que bon voilà, on parle du contrat max de Gobert. Si on veut garder un joueur comme Gobert, on est obligé quand on s'appelle Utah, qui est pas ce qu'on appelle un gros marché, City, voilà, on est obligé de mettre un gros contrat si on veut garder un joueur comme ça. Et force est de constater qu'ils ont eu raison. Voilà. Dans une semaine, vous aurez votre réponse. Voilà, ils ont joué 4 grosses équipes et on saura s'ils peuvent aller loin. Et ben on en parlera sûrement la semaine prochaine. Le dernier coup de cœur, c'est un coup de déception pour vous, Mehdi. On va parler de football. C'est un coup de déception sur les gros cadors, sur les gros du football français, Lille, Monaco et Lyon. Ouais, c'est plutôt un coup de peur. C'est parce qu'en fait, ces équipes m'ont donné beaucoup d'espoir en Ligue 1 puisqu'elles sont toutes autour du PSG et effectivement on est tous un peu à penser ça. Il n'y a que les supporters du PSG qui veulent encore les voir le gagner et encore. Je pense même que les supporters du PSG, ils seraient un titre en moins, c'est pas grave s'ils gagnent la Ligue des Champions par exemple. Mais voilà, Lille, Lyon et Monaco se tiennent dans un mouchoir de poche avec le PSG et ils ont tous contre-performé ce week-end. À l'inverse du PSG qui a battu Nice, puisque Lyon a perdu 2-1 contre Montpellier, Lille a fait 0-0 contre Brest et Monaco a fait 2-2 contre Lorient. Et ouais, c'est un coup de peur parce que j'ai peur que... Comment dire ça, qu'ils se fassent caca culotte quoi, tout simplement, et qu'ils ne veulent pas de ce titre-là et que le PSG le gagne par défaut en fait. Et que alors que c'est un peu l'année ou jamais, puisque le PSG est vraiment pas bien. Pochettino, il y a rien qui est mis en place pour l'instant, ça viendra peut-être dans le futur et je l'espère pour le PSG, mais c'est vraiment l'année ou jamais quoi. Et quand on voit le match de Lyon, Lille qui est incapable de faire mal à Brest, alors que voilà, Lille, honnêtement, le match, il tournait autour de la défense de Brest, mais sans leur faire mal. Voilà, c'était pas une équipe de tueurs. Et ça m'inquiète un petit peu parce qu'il va bien falloir aller gagner quelques matchs. Lyon, pareil. Lyon, moi j'y crois de moins en moins. Paqueta a marqué. Quoi. c'est déjà pas mal. Ouais. Il a marqué, mais il a loupé aussi une énorme occasion à tergiverser. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec Mehdi. Juste le dernier titre perdu entre guillemets par le PSG sous le Qatar, c'est 2017 Monaco. Mais c'est différent. On avait un peu le même début de saison, même un peu la même chose pour le PSG. Et Monaco avait réussi à entrer dans le gouffre. Je sais pas si c'est l'expression, mais dans la brèche, voilà. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant de Monaco, on va les mettre un peu de côté, mais de Lille et Lyon quoi. Lille ils sont en tête donc Lille est en tête. Oui, mais c'est différent parce que le PSG sur toute l'année du titre de Monaco n'avait pas perdu 5 matchs et ils ont déjà perdu 5 matchs. Et Monaco avait fait une saison exceptionnelle. Oui, c'est vrai. Mais je dis pas que Paris va conserver son titre, mais effectivement c'est l'année ou jamais, d'autant qu'ils ont beaucoup de circonstances atténuantes. On le dira jamais assez, mais ce début de saison en Ligue 1 est pour moi scandaleux parce que Paris, la saison avait déjà repris qu'ils étaient encore en Ligue des Champions. On n'a jamais vu ça. Surtout que la première journée avait été planifiée le jour de la finale de la Ligue des Champions. Ça en dit long sur la confiance qu'a le football français sur les clubs français. Parce qu'il y avait Paris et Lyon en demi-finale en plus. C'est juste l'incompétence de la LFP, mais elle n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et donc Paris, j'ai envie de dire, en plus légitimement, pourrait se dire cette année, c'est pas grave si on le perd. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup au club qui se le disent. D'autant plus s'ils font une belle campagne en Ligue des Champions. Donc effectivement, s'ils peuvent l'avoir ce titre par défaut, comme dit Mehdi, ils l'auront. Mais ce serait pas bête de la part des autres clubs d'en profiter. On verra. On va terminer sur un coup de cœur général. Personne ne l'a pris, c'est pour ça qu'on va faire général. On va bien évidemment, c'est une obligation, parler du 15 de France, messieurs. Enfin, j'ai envie de dire une victoire, ou presque, alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts, heureusement Maxime n'est pas là, ou presque on ne maîtrise pas vraiment le sujet, et on gagne. J'ai envie de dire. En deuxième mi-temps, il n'y a pas photo, mais enfin, on gagne des matchs où il n'y a pas plus tard que l'année dernière ou il y a 2 ans, on les perdait. C'est bien. Fini les défaites encourageantes, tout simplement. Voilà, c'est une équipe qui maintenant sait comment gagner et gagne. Voilà, tout simplement. Et puis honnêtement, on dit qu'ils n'ont pas maîtrisé, mais l'Irlande, à part oublier la première demi-heure, c'est la France qui est au-dessus largement. Et l'Irlande est très en dessous des dernières années. Et moi, j'ai trouvé l'Irlande, franchement, c'était pas... Sexton n'était pas là. Et puis en plus, ils étaient complètement,
ils ont complètement adapté leur jeu, quitte à complètement déjouer à l'équipe de France. Donc voilà, c'est normal que ce soit serré. À un moment donné, ils ont joué des trucs au pied alors qu'ils étaient à 4 contre 1. Enfin, il y avait des décalages incroyables qu'ils n'ont pas du tout exploité à la main. Enfin, je trouve que c'est un aveu de faiblesse terrible, quoi. Une espèce de voilà, on le dit, ok, d'accord, la gare, on n'ose même pas jouer à la main contre eux parce qu'on a peur de la défense en flèche ou je ne sais quoi. Et on joue au pied, on déjoue complètement. C'était moche, hein. Enfin, l'Irlande, moi, je les ai trouvés très moches. Bon, après, il y a eu du combat quand même. On a bien résisté au bien sûr, jeu à une passe irlandais. Enfin, oublions pas qu'ils mettent un essai. Je sais même pas comment le qualifier. En vrai, on doit ce match. Ils ont marqué un essai parce que le ballon était ovale. Hein, l'Irlande. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Si le ballon est rond, il y a jamais essai parce que le ballon ne part pas de ce côté-là. Kevin, très chanceux. La France est à 2 victoires en 2 matchs. Il y a l'Écosse qui a aussi 2 victoires non, ils ont perdu contre le Pays de Galles. Ils ont perdu contre le Pays de Galles. C'est le match qui fait basculer la France du bon côté, j'ai envie de dire, ou pas? Bah oui, parce que je pense que c'est la deuxième meilleure équipe, en tout cas sur le niveau de jeu, parce que le Pays de Galles a gagné 2 matchs à 15 contre 14, donc c'est pas vraiment représentatif. Donc oui, en tout cas, je pense que ce sera peut-être le plus beau match de ce tournoi. Il y a ces pauses là, ce week-end, et c'est rendez-vous dans 2 semaines, 28 février de mémoire, pour le match France-Écosse, le premier match de tournoi Destination 2021 en France, au Stade de France bien évidemment, et malheureusement à huis clos. Merci messieurs, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris. Alors, pas de la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. On avait parié sur quoi il y a 2 semaines, rappelez-vous? Il y avait 2 matchs du TFC. C'est bien planté. Hein. C'est ça, il y avait 2 matchs du TFC en 3 jours. On était le lundi, donc le lendemain, le mardi, il jouait et il jouait le samedi. On avait parié sur le nombre de points que le TFC allait prendre, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4 ou 6. Combien de points sur les 2 matchs le TFC va en prendre? Attention, c'est soit 0, 1, 2, 3, 4 ou 6. Kevin? 4. Lucas? 6. Marek? 4 aussi. Romain? Moi je dirais 4 aussi. Moi je vais donner 4 aussi. Maxime? Ouais, personne n'a dit 3, je vais dire 3. Vincent? Stratégiquement, je vais dire 6, il y a eu trop de 4. Coraline? 3 du coup. Très très belle stratégie de Vincent. J'aurais fait l'inverse en fait. C'est ça. Alors joué. tout le monde a mis 4, 3 ou 6. Il y a eu 1. Parce que le TFC s'est incliné 3-1 à Auxerre et a fait match nul contre 3. La chance qu'on a, c'est qu'il joue ce lundi. Il joue ce soir, donc à 20h45, à domicile au Stadium de Toulouse contre l'AC Ajaccio. En espérant que le TFC va retrouver la victoire et ce sera bon signe. Parce qu'en plus, Clermont a gagné hier. Grenoble n'a pas gagné. Auxerre n'a pas gagné. Donc c'est vraiment le moment de faire le véritable, s'il ne l'est pas déjà fait, trou entre le 3e et le 4e. Donc une victoire impérative pour le 2e et le 3e. Oui, mais je veux dire, parce que là ils sont 3e, donc entre le 3e et le 4e, voilà. Ils sont 3e là? Oui, Clermont a gagné au goal average pour 4 buts, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ça nous mettra à l'abri de la folle remontée de l'ogre Sochalien. C'est ça, qui est en train de mener 1-0, il y a eu un vol, il y a eu 2 pénalités. Bref. On va changer de sport, messieurs. On va parler toujours sur Toulouse, j'allais dire sur le TFC, ben non. On va parler des Spacers, on va parler de volleyball, Kevin. Ouais, exactement. Donc mercredi à 18h, les Spacers affrontent Poitiers dans un duel entre 2 équipes à la lutte pour disputer les playoffs en fin de saison. Donc les Spacers sont 10e avec 23 points et Poitiers 8e avec 28 points. Donc un match important puisque les 3/4 des matchs de la saison régulière ont déjà été disputés. Donc à l'aller, les 2 formations s'étaient affrontées sur le terrain de Poitiers. C'était les Poitevins qui s'étaient largement imposés 3-7-0 il y a quelques semaines. Un résultat à prendre avec des pincettes car Poitiers est la 2e meilleure équipe de la Ligue à domicile avec 8 victoires en 10 matchs, dont les 2 derniers en date face à Tourcoing et Montpellier, 2 grosses écuries. Oui. Par contre, à l'extérieur, Poitiers c'est pas la même équipe, ils comptent seulement 1 victoire en 9 matchs. Et les Spacers de leur côté viennent de perdre un énorme match à Ajaccio, Lanterne Rouge, qui vient uniquement de signer leur 2e succès en 19 matchs. Donc étant donné le retard déjà pris sur le 8e donc du coup qui est la dernière place qualificative pour les phases finales, ouais. Donc la victoire est impérative mercredi face à Poitiers pour recoller au wagon des playoffs. Puis surtout il faut réagir après la défaite contre le Gazélec, hein. Alors autant le foot joue contre Ajaccio, mais là c'est Ajaccio, là c'est le Gazélec Ajaccio pour le volley la dernière fois. Mais si on va parler sur ce match, alors bien évidemment à chaque fois qu'on parle de volley, je vais pas vous demander le nombre de points par set, mais tout simplement le nombre de victoires, enfin le nombre de je sets. Les avais pourtant, je les avais. Le nombre de victoires de sets. Bon bref, voilà. Hein Lucas. On va éteindre ce show. Je crois que là c'est. Non, même pas. Ouais, c'est ça, ouais. 3-1. Lucas, 3-1 pour Toulouse. Évidemment. Coraline. 3-2. Kevin. 3-0. Ah oui. Romain. 3-1. Hop. Mehdi. 2-3. Ah, la victoire de Poitiers.
Faut toujours qu'il se distingue. Oui, c'est insupportable. C'est presque un manque de caractère, j'ai envie de dire. Et Lucas m'a piégé, c'est exactement pour ça. Vincent. 3-1. Et moi, je vais mettre. Je vais me distinguer. En voilà un autre. Je vais mettre 2-2. Je vais mettre 3-1 pour Poitiers. Voilà, je fais le pari. Et bien évidemment, je le souhaite pas. On va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. Une question chaque semaine où les chroniqueurs ont 4 minutes pour y répondre. Je vais pas vous mentir à vous, les chroniqueurs et aux auditeurs, je n'étais absolument pas inspiré cette semaine. Donc j'étais sur internet et je suis tombé sur ça. En plus d'une modestie éternelle, bien évidemment, qu'ont en point commun Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Voilà, j'ai trouvé ça, je me suis dit tiens, on va parler un peu de foot. Et voilà. Qu'ont en point commun Ibrahimovic C'est pas et le nombre de Ronaldo. Ligue des Champions. Alors, ils ont au moins 2 bras, 2 jambes, 10 orteils. Non, ils ont été meilleurs buteurs dans 3 championnats différents. Alors peut-être, mais c'est pas ça que je vous demande. Le nombre de titres de championnat. C'est pas le nombre de titres. Et ils n'ont perdu qu'une seule fois. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, mais j'allais dire un truc, mais c'est pas ça. Ils Non, sont impossible. recordman de sélection pour leur pays. Non, enfin peut-être, mais c'est De pas ça que buts. on est sur les buts. Les meilleurs buteurs depuis 30 ans. Non, on est en lien avec des buts. Ils ont, Bien c'est évidemment, Coraline et Romain peuvent jouer. C'est les deux qui ont passé 500 buts en carrière. Oh, sûrement, hein, mais c'est pas que les deux seuls. Non, puis Ouais, ça ça fait Messi déjà aussi. 2 bonnes réponses pour Mehdi là. Alors, Voilà. Ils sont On meilleurs. a trouvé plein de points communs, je suis désolé. Hein, donc là, Bon, ils sont meilleurs buteurs buteurs de l'histoire de leur sélection, oui. oui, ça d'accord. oui. Mais De c'est pas plusieurs clubs différents. ça. Non, mais c'est quelque chose de. Vous vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est quand même assez rare. Et c'est les deux seuls joueurs au monde et dans l'histoire à avoir fait ça. Bon, Des triplés en Ligue des Champions. Ah, des quadruplés. Non. Des quintuplés. Non, 2 quadruplés, 2 quintuplés. des quintuplés. Il prend l'accent pour dire quintuplés. Non, mais c'est Non. un truc comme ça. Non, on est en lien avec les buts, mais d'une façon plus globale que ça. Le nombre de saisons Ah, d'affilée ils ont- à plus de 15 buts. Nombre de fois où ils ont fini meilleur buteur de la Ligue des Champions. Non. Non. Non, parce que Zlatan en Ligue des Champions, ça va pas plus loin que les poules. Donc, Si, il déjà, marque c'est la sur un limite. coup franc dévié contre Chelsea en Ligue des Champions. Avec Paris. Oui, Voilà. super. Et Quand même. qu'est-ce que c'est d'autre? C'est le nombre de buts sur un match, sur une saison. Alors, c'est pas sur un match, c'est pas sur une saison, c'est impossible même. Ah, c'est les meilleurs buteurs sur une édition de Ligue des Champions. non, ils sont pas, égalité. pas de Ligue des Champions. Une année Alors, civile. la Ligue des Champions a joué dans ce record, mais comme un championnat, comme une sélection. Le nombre de buts Sur une consécutifs. année. Le nombre de matchs marqués avec des buts. Non, C'est rapport à un championnat en particulier. Pas du tout. Ça, on compte la sélection, on compte Ah, les sur un clubs. soulier d'or. Les souliers de- Non, Ah, non, on compte la coupe nationale, on compte le championnat, on compte la Ligue des Champions, la Ligue Europa, tout ça rentre dans ce Le meilleur dans ce ratio record. but par match. Non, c'est très simple en plus. Hein. Allez, il vous reste 15 secondes, messieurs. Des buts de la tête. Non, du tout. Sont les seuls qui ont marqué de toutes les parties du corps. Ah, pas toutes les parties du corps. Dans toutes les Tête et compétitions des qui pieds. sont participées. Non, Marqué du dos. non, pas les parties du Des- corps. Ah. Contre tous Comme- les adversaires de leur championnat. Non, Ce sont les seuls Tous les adversaires qu'ils ont affrontés. non. qui ont marqué. Qui ont marqué. Je vais vous donner la réponse. Ce sont les deux seuls joueurs à avoir marqué sur toutes les minutes du temps réglementaire d'un match de foot, de la première à la 90e minute. Ils ont marqué à toutes les minutes. J'étais C'est de la absolument. stat, hein. Ouais, mais Messi, il lui manque la première, quoi. C'est tout, quoi. Exactement. Ah, ça va être ça. C'est ça. Mais voilà, j'étais pas inspiré. Ouais, très bien, hein, il a dû marquer à la deuxième, à la 45e contre Eindhoven à l'époque, contre l'Ajax. C'est très bien, Zlatan, très très bien. On embrasse que t'es payé pour faire ces stats-là, hein, qui a regardé Ça, toutes c'est les vrai. minutes des buts marqués des deux joueurs. Mais Jean, mais c'est Jean ça, adore ça. Jean peut vous dire la minute de tous les buts de Pierre Linfro. Attends, y a pas beaucoup, ça va vite. Hein. Ah, c'est vrai, pardon. Ouais, bon, allez. On se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout à l'heure. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feeling feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes cause my heart goes
thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes cause my heart goes where my heart goes. That's where my heart goes. My head and my heart. My head and my heart. I can tell them apart. Help me to run, but I can't. Cause my heart goes. Cause my heart goes. Oh my God, this feeling's just begun. Saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should've run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est un escrimeur français spécialiste de l'épée. Alexandre Bardenay fait le bonheur du club de Rodez et de l'équipe de France, où il est d'ailleurs champion du monde 2019 par équipe. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Alexandre, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Tout le monde connaît l'escrime, tout le monde a déjà vu de l'escrime, mais un peu moins les différences et les similitudes des disciplines. Vous êtes à l'épée, il y a le fleuret aussi, par exemple. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les différences et les similitudes de ces deux disciplines ? Bien sûr, alors oui, c'est vrai qu'on est rassemblés sous la même bannière qui est l'escrime et les trois armes sont trois sports à part entière. Donc vous avez l'épée que je pratique. Pour aller dans les règles rapidement, l'épée c'est l'arme de duel par excellence au départ, en l'an de grâce si je puis dire. Et on touche avec la pointe, c'est l'arme la plus rigide, on peut toucher partout, de la tête aux pieds. Il n'y a pas de règle, c'est le premier qui allume la lampe qui remporte le point. Le fleuret, c'est ce qu'on appelle une arme d'étude ou de convention. Donc c'était historiquement l'arme où on s'entraînait pour pas se blesser parce que la lame est plus souple pour l'épée. Et dans l'escrime sportive actuelle, c'est une arme en fait donc beaucoup plus souple que l'épée, où on peut toucher que le buste et le dos, donc pas les bras ni les jambes. Et il y a des priorités, donc pour toucher en fait c'est l'attaque qui a raison, et pour reprendre la priorité il faut taper le fer de l'autre. Le sabre pareil, historiquement c'est l'arme du cavalier, donc on peut toucher avec la pointe et le tranchant, et on peut toucher seulement le haut du corps. Donc voilà, c'est des similitudes, des différences et les similitudes des trois armes. On a l'équipement qui est similaire au niveau des protections, mais c'est vraiment trois sports différents à part entière. Au niveau mondial, les Bleus ils sont souvent au rendez-vous, on va en parler tout à l'heure avec par exemple les Jeux Olympiques. Quelles sont les nations qui vous embêtent un peu au quotidien sur les compétitions internationales ? Alors forcément au départ c'est les nations européennes qui sont des nations très fortes, mais on remarque en fait qu'aujourd'hui l'escrime s'internationalise. Il y a beaucoup de pays asiatiques qui s'y sont mis, qui ont mis pas mal d'argent. Il y a aussi les États-Unis qui ont investi. Aujourd'hui, c'est vraiment un niveau assez homogène mondialement, avec quand même quelques nations comme la Russie, l'Italie, la France, qui sont en tête de peloton. Mais aujourd'hui, vous voyez par exemple en 2012, c'est un Vénézuélien qui a remporté l'or à l'épée masculine. Donc vraiment aujourd'hui, c'est un niveau très international. Les JO arrivent cet été. Nous avions reçu il y a quelque temps Grégory Boger, qui est cycliste sur piste, que vous devez connaître. Il y a une similitude entre ces disciplines, cette discipline et l'escrime, c'est que c'est un vivier important à chaque fois, quasiment tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Pourquoi, selon vous, l'escrime est un vivier de médailles important pour la délégation française ? Je pense qu'historiquement, on a un savoir-faire. Les maîtres d'armes au départ sont français.
donc ceux qui apprennent à faire de l'escrime. Il y a un savoir-faire historique depuis très très longtemps, depuis des siècles, avec des traités d'escrime, donc les techniques. Ça s'est pérennisé, je pense, à travers les années. Il y a une tradition d'escrime française, c'est un sport purement français. Aujourd'hui, en plus, c'est un sport on a, par exemple, dans nos dom-toms, dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, il y a des gens qui sont extrêmement forts et qui sont un vivier extrêmement important de médailles, et qui viennent compléter en plus nos équipes de France et qui font le bonheur. Donc, vous voyez, nous, le leader à l'épée, c'est Yannick Borel, guadeloupéen, le leader au fleuret, Enzo Lefort, guadeloupéen. Au fleuret d'âme, Isaura Tibus, guadeloupéenne. Donc on a un énorme vivier dans les dom-toms qui viennent en fait en France après pour rentrer dans des structures fédérales. Je pense que c'est dû aussi à l'excellence des entraîneurs et des maîtres d'armes français. Question d'un chroniqueur, Vincent Avellana. Oui, bonsoir. Alors donc ça rapporte aussi, l'escrime est quand même un sport reconnu qui rapporte des médailles, mais est-ce que c'est un sport professionnel qui vous permet d'en vivre pleinement, ou c'est un sport encore comme certains d'autres malheureusement qui oblige les champions à avoir une activité à côté? Malheureusement, c'est un sport qui nécessite une activité à côté. Aujourd'hui, un petit peu moins. Il y a des gros clubs, notamment en région parisienne, à Levallois, qui permet d'avoir d'en vivre. Malheureusement, il faut avoir une activité à côté pour pouvoir assurer, si je puis dire, le service après-vente et la reconversion. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont obligés d'arrêter faute de revenus. Il faut savoir qu'il y a un gros sujet en France d'athlètes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les sports olympiques, donc dits amateurs. Pourtant, c'est pas le cas au niveau de l'entraînement parce qu'on s'entraîne autant que les autres, les sports pros. Il faut essayer d'aller démarcher des entreprises et malheureusement, c'est les meilleurs. C'est uniquement le très haut du panier qui peut arriver à ces fameux contrats de sponsoring ou ces contrats d'image. Donc ouais, c'est assez compliqué. On essaie de faire ce qu'on peut. On a de la chance, en Occitanie, on a de la chance d'être soutenu par une région qui est dynamique. Moi, je suis au club de Rodez, un club qui me soutient aussi financièrement. La ville m'a jamais lâché dans les bons et dans les mauvais moments. Du coup, je leur suis vraiment très reconnaissant. Vous venez de le dire, vous êtes à Rodez en club. Vous êtes champion d'Europe des clubs en 2016. Donc, vulgairement parlant, vous avez gagné la Ligue des Champions pour les footeux et vous avez gagné la Champions Cup pour les rugbyman. On peut parler de votre meilleur souvenir ou pas? Ouais, c'est l'un des meilleurs. Ouais. C'est l'un des meilleurs. C'était très fort. En plus, on avait la chance d'avoir des bénévoles du club qui étaient venus, qui avaient le déplacement spécialement, des élus aussi qui sont venus spécialement. C'était un super moment de partage dans une compétition qui est super relevée. À partir de ça, moi, quand on a gagné ça, moi, ça m'a permis aussi individuellement après d'exploser et d'en rentrer dans le top 10 mondial et ensuite d'être champion du monde par équipe avec l'équipe de France. Les Jeux Olympiques, je le répète, c'est cet été, toujours du 23 juillet au 8 août. Et on entre dans une période où vous êtes encore plus contrôlé pour la lutte contre le dopage qu'à l'habitude, j'ai envie de dire. Par exemple, c'est combien de fois par an, par saison, si vous avez une fourchette? Ça dépend vraiment des gens. Faut savoir que sur les compétitions, si on est sur le podium, on est systématiquement contrôlé. Et il y en a un aussi qui est pris au hasard. Ensuite, pour les athlètes qui sont leaders de leurs armes, si je puis dire, on est inscrit sur une plateforme qui s'appelle Adams et contrôlé très régulièrement. Donc ça varie en fonction de vos résultats. C'est très variable. Alors je ne pourrais pas vous donner une fourchette, mais moi, depuis le début de l'année, j'ai déjà été contrôlé 2 fois. Et qu'on est qu'en février. Ouais, on est qu'en février, donc c'est de manière impromptue. Ils sont venus sur mon lieu d'entraînement, ils sont pas encore venus chez moi, mais c'est normal, il faut s'y plier, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Après, c'est vrai que ça rajoute des fois un stress au niveau de la localisation, de se géolocaliser systématiquement.
c'est contraignant, mais il faut s'y plier. C'est ça qui est peut-être pénible aussi pour vous, c'est la localisation. Alors j'imagine que vous, le fait de vous faire tester, entre guillemets, pour la lutte contre le dopage, il n'y a pas de problème. Mais il y a des différences entre l'Agence France de lutte contre le dopage, la FLD, où c'est 24 heures avant, si c'est bien ça, et les règles internationales où on peut se localiser 1 heure avant. C'est un problème pour vous, ça ? Écoutez, on doit s'y plier. De toute façon, après, c'est vrai que moi, des fois, j'ai un peu d'incompréhension, donc je suis pas le seul. On en parle. C'est des sujets, des fois, qui sont un peu difficiles à aborder avec d'autres athlètes qui, eux, le vivent pas très bien. C'est vrai que des fois, on sent qu'il y a quand même des différences entre ce que nous vivons, athlètes français régis par la FLD, et d'autres athlètes internationaux. Parce qu'en France, excusez-moi de vous couper pour les auditeurs, en France, et vous allez me contredire au cas où, c'est un petit peu plus strict qu'au niveau international, c'est ça, ou c'est pour ça que les sportifs français, c'est un petit peu plus compliqué au quotidien, non ? Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est très bien qu'ils contrôlent drastiquement, mais des fois, ouais, c'est vrai que ça rajoute une pression supplémentaire, parce que pas le contrôle en lui-même, parce que on se doit d'évoluer dans un milieu du sportif propre, mais ce qui rajoute un peu de pression, je trouve, c'est la peur du no-show. Donc après 3 no-shows, il y a une procédure qui vous suspend, met en place, en fait, ouais, qui peut nous suspendre pendant 1 an, avec toute l'image après de soupçons de dopage, alors que c'est des fois des oublis administratifs, comme beaucoup de sportifs sont des fois un peu tête en l'air, et j'en fais partie des fois. Il faut être très rigoureux là-dessus, et le fait des fois d'oublier de se localiser, ou d'oublier par exemple un digicode, ou par exemple un digicode qui fonctionne pas, ou pas de réseau, ça peut rajouter une source de pression, surtout quand on commence à avoir 1 ou 2 no-shows et les jeux qui se rapprochent. Ça peut être assez stressant. Ça va devenir ça rajoute des fois. Ouais, allez-y. J'allais juste dire, ça va devenir complètement fou en fait, parce qu'il y a le stress au niveau sportif de jouer les JO, et il y a même le stress de devoir répondre aux attentes des autorités pour le dopage, quoi. Ouais, ça peut être source de stress. Moi, je sais que c'est un truc qui me stresse, parce que j'ai les expériences d'autres athlètes qui sont arrivés avant moi, où j'ai des histoires, mais ils ont eu des no-shows, des fois pas forcément justifiables de leur point de vue, où ils avaient leur sonnette qui marchait plus, et c'est assez stressant. Des fois, moi, je me réveille toujours, parce que j'ai mis, moi, par exemple, ma localisation, mon créneau de 7h à 8h. Systématiquement, je me réveille avant, un petit peu tous les jours, un petit peu stressé, de me dire s'ils vont passer, s'ils vont pas passer. Bon, c'est bon, l'heure est passée, je peux reprendre ma vie normale. C'est très strict, c'est normal que ce soit strict, mais des fois, ouais, ça peut rajouter un petit peu de pression. Ouais. Yannick Noah, le tennisman, aujourd'hui chanteur, mais tennisman à l'époque, avait dit il avait dit il y a quelques années qu'il fallait doper tout le monde, car les sportifs seraient au même niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Moi, je suis pas d'accord avec lui, parce que il y a le côté santé aussi. Franchement, au départ, le sport, c'est aussi pour améliorer la santé. Ça reste au départ quand même, c'est pour s'amuser. Le sport, c'est pour passer des bons moments. Alors le sport de compétition, c'est vrai que des fois, ça va un peu trop loin, surtout aujourd'hui, avec des demandes télévisuelles de plus en plus pointues. Il faut que ça soit toujours plus grand, plus fort, plus rapide, plus puissant. Mais faut pas non plus utiliser les athlètes qui s'entraînent et qui se dépouillent au quotidien comme des machines, parce que après ça nous fait des morts subites à 40 ans d'un cancer, parce que la personne a utilisé des produits dopants. Faut pas aller là-dedans, quitte à ce que le spectacle soit moins important. Il faut aussi protéger la santé des athlètes. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Alors peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça, que c'est sorti de son contexte, mais après, oui, je comprends pour des sports comme le Tour de France, le cyclisme qui a été très touché, les sports de force faut toujours qu'ils soulèvent plus lourd pour battre des records, ou l'athlétisme aller plus vite.
je trouve ça un peu dur quand même de dire qu'il faut doper tout le monde, quoi. Vous êtes bien placé pour le savoir et vous venez d'en parler, on en demande de plus en plus aux sportifs. Je vais prendre un exemple, vous venez de le dire aussi, que ça parle à tout le monde malheureusement, c'est sur le cyclisme où on demande par exemple à un cycliste de courir 250 km tous les jours pendant 10 mois dans l'année. Est-ce que vous, sportifs de haut niveau, vous comprenez les sportifs qui demandent à leur médecin de prendre des produits en plus, de se doper tout simplement? Déjà, il y a une grosse question éthique, parce que demander à son médecin des produits, je pense pas que tous les médecins disent oui. On est d'accord. Mais faut savoir que c'est illégal. Je pense il peut y avoir des procédures judiciaires très violentes et normales. Après, vous le comprenez, vous? Oui, je peux comprendre qu'il y en ait qui se posent la question, mais pour moi, c'est inconcevable de penser même prendre des produits dopants. Je suis pas cycliste, je peux pas me mettre à leur place dans un sport où c'est extrêmement exigeant, où tous les pays, tous les participants ne sont pas sur le même pied d'égalité. Mais il faut rester droit dans nos bottes. Nous, les Français, on a quand même une histoire avec le dopage qui est relativement moins marquée que d'autres pays, notamment d'Europe de l'Ouest, d'Europe de l'Est. De l'Est, oui. Ouais, de l'Est, excusez-moi. On est relativement épargné. Il faut rester comme ça et on a assez de talent pour avoir de très bons résultats. Aujourd'hui, il y a des protocoles de préparation physique, on a des très bons entraîneurs, des très bons outils. Il faut s'appuyer là-dessus et pas sur des cachets magiques, quoi. Ça n'existe pas. Avec tout ça, pour terminer là-dessus, sur le dopage, c'est à devenir parano un petit peu, non? Ouais, un peu, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. C'est surtout aussi des fois, je pense que c'est assez frustrant pour certains sportifs de penser qu'il y a des gens qui trichent. Il y aura toujours des tricheurs de toute façon. Nous, il faut rester droit dans nos bottes. On a un pays qui est quand même assez exemplaire sur ce sujet. Il faut rester droit dans nos bottes et il faut faire le dos rond quand on sait que par exemple l'adversaire, il n'est pas forcément irréprochable. Mais en tout cas, il faut espérer qu'à l'avenir, on soit plus raisonnable et que le monde du sport et tout ce qui va avec, le show, le spectacle, soit plus raisonnable et qu'on arrive à un sport propre et à 100% propre. Pour terminer, Alexandre, on va revenir un petit peu sur le sportif. Quels sont tout simplement vos prochains rendez-vous? Et on imagine que les Jeux Olympiques, c'est un objectif. Et est-ce que dans ces Jeux Olympiques, vous vous êtes donné un objectif? Alors, le prochain rendez-vous, ce sera à Kazan du 19 au 23 mars, la dernière sélective pour les Jeux Olympiques. Donc ça, ce sera une étape importante, parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de vraies rencontres internationales officielles. Donc c'est vrai, ça va être difficile. Après, on a eu des étapes intermédiaires, on a eu des petits tournois par-ci par-là, mais rien de comparable à une Coupe du Monde de cette envergure. Et après, les Jeux Olympiques, forcément en juillet, début août, en ligne de mire. Déjà, il faut que je sois dans la sélection, même si je suis plutôt bien parti pour l'instant. Et si j'y suis, ça sera d'aller chercher quelque chose, des médailles en individuel et par équipe, parce que moi, je suis habité par l'esprit de compétition, la gagne, et j'espère vraiment faire du mieux que je peux pour représenter mon pays et puis pour essayer d'y triompher, quoi. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous de m'avoir accueilli en tout cas. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien et bien évidemment bonne continuation et bon courage pour la suite de la saison avec en point d'orgue les Jeux Olympiques à Tokyo en 2021. Nous on va pouvoir passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Demain marque le retour de la Ligue des Champions avec les 8e de finale, une compétition qui fait rêver tous les amoureux de football et tout le monde va vouloir succéder au Bayern de Munich. Mais à l'heure où nous sommes, aucune équipe semble se détacher, semble avoir l'étiquette de favori. Messieurs, à l'image des principaux championnats, est-ce la chance des petits cette saison, Lucas? Oui. Vincent? Non. Kevin? Non. Et Mehdi? Ça dépend de ce qu'on appelle petit. Petit, il y a la Lazio, le Mönchengladbach, non, mais pour Porto, moi, Leipzig. City est un petit. Donc oui, City a des chances de gagner. Alors oui. C'est quoi? C'est l'expérience qui va le PSG est un petit d'ailleurs aussi. C'est vrai? C'est ceux qui n'ont pas gagné, quoi. Ceux qui n'ont pas encore franchi le cap. En quoi le PSG et City sont des grands?
Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Bah ouais, mais bon. Non, vous voyez qui parce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui se détache là. Mais si, le Bayern City quand même. Le Bayern ? Ouais. Ah bon ? Si, c'est toujours la machine, hein. on l'a vu la saison dernière, ils ont écrasé tout le monde. Non mais on peut pas parler objectivement du Bayern avec Jean-Sur. Oui, non, c'est vrai, excusez-moi. Non, le Bayern, c'est vrai, ils sont pas du tout forts. C'est juste une équipe qui écrase tout le monde depuis. Vous êtes conscient que le Bayern perd à Bonal s'ils viennent en amical. Qui se balade dans le championnat. Est-ce qu'ils trouveraient le stade déjà ? Impossible, ils vont construire une Peugeot à côté. Après, on n'a pas dit qui joue à Bonal. Non, je pense qu'il y a honnêtement pour l'instant, il y a 3 équipes qui se détachent. Il y a le Bayern évidemment qui est largement au-dessus. Il y a City de par ses performances et un peu le regain de forme qu'il y a, mais est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin ? Et pour moi, il y a une équipe qui a un peu sa chance ou jamais. Encore une fois, c'est l'Atlético Madrid. Qui a un effectif monstrueux, qui peut se permettre de tourner en championnat, qui a des points d'avance, qui a des matchs même de retard, qui va être champion d'Espagne. Oui. Et voilà, bon, je me dis, pourquoi pas ? L'Atlético, ce serait la bonne surprise. Après 3 défaites en finale de Ligue des Champions, dont les 2 dernières en 2014 et en 2016 contre le Real, c'est le temps là peut-être pour l'Atlético. Et comme le dit Mehdi, ça serait la bonne surprise parce qu'en championnat, ils peuvent laisser venir un petit peu. Là, clairement, oui, c'est un outsider plus que crédible parce qu'au final, c'est parmi les 4 grands championnats, c'est celui qui c'est le leader qui a le plus d'avance sur ses adversaires. Effectivement, ils ont eu le temps de faire tourner, de voir plus. Ils sont éliminés aussi en Coupe d'Espagne, ça fait moins de matchs par rapport aux autres qui ont pas mal de compétitions domestiques à jouer, en plus du championnat et de la Ligue des Champions. Donc oui, pourquoi pas. Kevin, pour vous, qui est le favori là, sur les 8e de finale, enfin pour la victoire finale bien évidemment ? Avec la forme du moment, je dirais City. En plus, le tirage contre Gladbach, c'est quand même assez favorable, donc oui, je dirais City. Et vous, Lucas ? C'est vraiment difficile pour moi. Je trouve que cette compétition est particulièrement illisible cette année et qu'on en saura beaucoup juste plus après les 8e. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est de plus en plus illisible depuis aussi le nouveau format des 8e de finale où il y a un mois d'écart entre le match aller et le match retour ? Non mais ça c'est horrible. Ça c'est clair que c'est horrible. Il n'y aura jamais eu de remontada si mais oui, mais c'est vrai, mais vous avez totalement raison. Il n'y aurait jamais eu de remontada. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, même par rapport outre le format, cette année est vraiment illisible. Je trouve pas qu'on ait d'enseignement à avoir réussi à tirer des phases de poule. Je trouve pas qu'il y ait d'enseignement à tirer du championnat parce que j'ai vraiment besoin de ces 8e pour voir un petit peu quelle est la nation forte cette année. Je sais pas si le niveau de l'Angleterre et de City par exemple est si bon que ça par rapport aux autres nations. Je trouve que la Première Ligue a perdu un petit peu en niveau cette saison. Donc je suis très sceptique. Et ce qui va être intéressant à voir, c'est que je prends l'exemple, on parlait de l'Atlético qui avait beaucoup d'avance, mais le Barça et le Real ne sont pas leaders avec beaucoup de points d'avance. Le PSG n'est pas leader avec beaucoup de points d'avance. La Juve n'est pas leader et n'est quasiment même pas assurée, et encore à l'heure actuelle pas assurée de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine via le championnat. Toutes ces équipes qui ont d'habitude, il y a même Manchester City qui est peut-être un petit peu tranquille, il y a Liverpool par contre qui a que ça à jouer. Toutes ces grosses équipes qui arrivent à chaque fois au mois de février, au mois de mars, tranquille en championnat, c'est bon, on est mis à l'abri, on a 15 points d'avance à chaque fois. Je vulgarise le mais c'est pour ça que c'est difficile à dire. C'est là où c'est difficile parce que Paris, on se dit toujours que vu qu'ils ont de l'avance, ils vont pouvoir que jouer Ligue des Champions, mais en fait ça a toujours été une pression négative pour eux d'être dans cette situation. Et le fait d'avoir la Ligue 1 avec eux. Et voilà, et effectivement là cette année, et puis d'ailleurs Kylian Mbappé l'a dit, je sais plus à la fin de quel match là, il y a une semaine ou deux, le fait qu'on ait ce championnat qui soit pas du tout acquis, on va devoir jouer des matchs difficiles toute la saison. Est-ce que ça va pas nous réussir pour la Ligue des Champions, on ne sait pas. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment difficile. Est-ce que la Juve là, en étant 4e en Serie A, est-ce qu'ils vont pas faire une belle campagne en Ligue des Champions? Est-ce que l'Atlético va pas au contraire s'écrouler, parce que je suis pas sûr que c'est pas très beau dans tous les cas l'Atlético, donc c'est assez constant. Tu vois, je crois pas que ce soit l'Atlético qui soit si fort cette année, mais plutôt le Real et le Barça qui sont vraiment en dessous de leur niveau habituel. Après l'Atlético c'est la meilleure défense d'Europe des 5 grands championnats, je dirais même des 10 en comptant les Ligue 2 à chaque fois. L'effectif est monstrueux, honnêtement ils ont tous les postes doublés et c'est ça qui change. Non, mais l'effectif est monstrueux dans leur championnat cette année, ouais, mais c'est quand ils vont jouer là contre les grosses équipes de Ligue des Champions qu'on va voir si l'effectif est si bon. Ils peuvent sortir des 8e comme tout le monde.
Oui, bien sûr. Ah bah ils vont sortir les seuls- huitièmes. oui, les seuls qui- C'est l'impression qu'ils vont laisser. Moi, c'est pour ça que je dis que les huitièmes, pour moi, ils vont vraiment donner beaucoup plus d'enseignements que tout le reste cette saison, et que j'ai du mal à me prononcer. Si on regarde les huitièmes de finale, moi, à part le Bayern, je mets des sous sur personne pour passer les huitièmes de Exactement. finale. Oui, le Bayern joue Exactement. contre la Lazio Rome, donc là ça devrait vraiment super Mais bien la se Lazio passer. est une super Mais la équipe Lazio quand est même. une belle équipe, hein. Mais le Bayern Oui. est un rouleau C'est compresseur. ça. donc, Si ouvert, c'est si sûr. la Lazio avait joué n'importe quelle autre équipe, ça aurait été beaucoup plus indécis. Moi je vois bien Bergame sortir le Real, enfin bref. Oui, moi j'ai mis le Barça aussi, qui est plus une petite Ouais. équipe en ce moment, sortir le PSG, je le vois bien aussi. Et Séville, le Borussia aussi, largement. Sur les 2 minutes qui restent, bien évidemment, on va parler du seul club français en Coupe d'Europe, Lille. en Ligue des Champions, bien évidemment, parce qu'il y a Lille qui joue cette semaine, jeudi soir, contre l'Ajax d'Amsterdam. Magnifique, regardez-le. Oui, je crois que Ça le pourrait, match ça pourrait. le match est à 21h sur RMC Story, je crois. Exactement. En plus, c'est en clair, donc ça, c'est tout bénef. Le Paris Saint-Germain, c'est sur RMC tout court. Là, il faut payer, RMC Sport. Le PSG est favori ou pas, messieurs, sur ça? Parce que les deux équipes sont pas au top. Les deux équipes ont des qualités, ont des gros problèmes. Qui est le favori sur ce genre de Le match? Barça va mieux quand même. Oui. Le Barça va mieux depuis un mois et demi, peut-être. Sur la forme Depuis 2021, que- oui. C'est très marrant. Griezmann a parlé. C'est très marrant parce que c'est le retour en Mieux. grâce de joueurs que Koeman ne voulait plus, qui fait que, Puig, notamment avec je pensais à lui, Riqui Puig, on lui avait dit des en gros part parce qu'on ne veut plus de toi, et depuis qu'il est revenu, tout va mieux. Et non, mais le Barça, oui, je pense qu'il faut s'en méfier, c'est une nouvelle équipe, ça va être une nouvelle ère pour le Barça, après c'est la fin de quelque chose, ça peut être la fin de quelque chose pour Messi qui va vouloir se donner, etc. Mais le match retour est dans un mois. Dans un mois, tout peut changer. Il peut y avoir C'est tellement ça. de blessés. Il y aura fatigue. Ou des retours. Voilà. Ou des retours. On passe à Neymar, évidemment, qui est encore une fois absent sur un match important. Donc voilà. Comme vous l'avez dit, c'est donc demain et mercredi les premiers matchs. C'est le 16 et 17 février et le 23-24 pour les matchs allés la semaine prochaine. Et par contre, pour les matchs retour, comme vous l'avez dit, c'est en mars. C'est le 9 et 10 mars et le 16 et 17 mars. Et les quarts de finale, c'est 3 semaines après, parce que juste après, il y a la phase internationale où l'équipe de France et toutes les autres sélections, bien évidemment, sont sur le pont. Donc on rebascule encore sur 3 semaines après. Suivez la Ligue Europa, c'est beaucoup plus La Ligue Europa, intéressant. c'est à la suite. Non, mais qu'il y ait 3 semaines entre les huitièmes et les quarts, c'est moins choquant. Il y a plus d'écart entre les deux premiers huitièmes de finale qu'entre le huitième et les quarts. Et l'annulation pour le confinement, c'est quand déjà? C'est à quel moment? On verra bien. Allez, au mois d'avril. Espérons que ce soit au mois d'avril. Merci à Romain et Coraline à la Sochaux en réalisation. Coupe d'Europe. Ah non. On va gagner la Coupe de Sochaux France. dérange. Et on se retrouve la semaine prochaine, messieurs, avec comme invité le Toulouse Olympique 13 à lundi.